Bonsoir à tous dans ce nouvel épisode, 10e, je crois, me dit mon lutin de Minotaur. Déjà, ça passe vite et en même temps, ça me paraît interminable. Mais j'ai décidé, donc c'est un hasard, mais de faire un épisode qui me paraît peut-être un peu plus important, moins anecdotique que les autres, puisque j'ai décidé de parler des Gilets jaunes. Alors c'est important d'abord pour moi parce que l'idée est pas du tout de faire, donc j'ai appelé ça je crois Gilets jaunes, une relecture nécessaire. Donc l'idée est de revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il a été, ce qu'il a représenté. Mais déjà c'est important de préciser que j'ai pas prévu de faire quelque chose d'exhaustif du tout. C'est comme à chaque fois plutôt, comme ça a été pour la cruauté animale, quelques pensées ou alors des observations très précises sur le sujet, mais euh, comme c'est super dur, super long pour faire un truc intéressant qui serait exhaustif, la cruauté animale c'est certainement encore pire, mais les gilets jaunes c'est un truc super conséquent qui a duré très longtemps et qui est super important. Ça va être donc la première partie, voire même l'intro d'une discussion qu'on va avoir pendant certainement plusieurs années si on peut, à propos des gilets jaunes, qui va donc revenir plein de fois au cours de la prochaine période. Peut-être que cette saison, je vais pas refaire un épisode sur les Gilets jaunes, mais en tout cas, l'idée est pas de tout condenser en un épisode qui durera certainement au maximum 1 heure, pas du tout. J'ai pas fait le travail pour, et je pense que j'ai pas encore aussi tous les éléments que j'aimerais avoir, que j'aimerais apporter, et j'ai pas encore assez réfléchi à la chose. Parce que oui, ce qui est intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est de l'observer et d'y réfléchir. Pourquoi ? Eh ben, parce que la révolution qu'on attend tous est pas encore là, elle est peut-être là demain, mais pas ce soir. Et quand la révolution n'est pas là, il faut travailler. Et travailler, préparer la révolution, c'est s'inspirer des mouvements passés, réfléchir à l'avenir, certes, mais voir ce qui a été fait, ce qui a été réussi, ce qui a été raté. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment, la société en a marre, une partie de la société en a marre, explose, et quand elle explose, qu'est-ce qu'elle en fait ? Et surtout, est-ce qu'il y a un avenir derrière ça ? Donc, ce soir, on va essayer de travailler, observer les gilets jaunes, en tirer certaines conséquences, bien sûr avec d'énormes pincettes. L'idée n'est pas ce soir, encore une fois, de dire pour faire la révolution, pour que les gilets jaunes réussissent, ils auraient dû faire ça. C'est pas du tout l'idée. Mais on va essayer de tirer des premières observations qui vont évoluer, je pense, au fil des années, d'observations, d'expériences que j'aurai, de lectures que j'aurai. Mais ce qui est certain, ce qui est important déjà, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre sur la table le sujet des Gilets jaunes ? Déjà, parce que j'ai remarqué que nous étant la jeune génération, si on peut s'appeler comme ça, sommes passés à côté de ce machin. Et c'est très simple, c'est parce qu'on était super jeunes. Alors que quand j'ai remarqué avec mes premières lectures dans ma vie de personnes politisées, à quel point les Gilets jaunes avaient été un truc important pour les observateurs de la vie politique et surtout de la vie politique radicale. Je pense à des mecs comme Joseph Andras, par exemple, et d'autres, le Comité Invisible, plein d'auteurs de la Fabrique, là, dont le nom ne vient pas, évidemment. Mais les Gilets jaunes, ça a été, pour les gens, une vraie révolution manquée, mais surtout, le premier coup de tonnerre, le premier vrai mouvement intéressant du XXIe siècle. Alors, il y a eu il y a eu les émeutes de 2005, après la mort de Ziad Bouna. Il y a eu plein de grandes mobilisations, un peu avant pour la loi travail, par exemple. Mais rien n'a eu l'ampleur, rien n'a été une vague comme les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, du coup, on retrouve des auteurs qui, en 2025, on est en 2026 maintenant, en 2026, traitent des Gilets jaunes comme un des moments les plus importants de l'histoire de l'insurrection, de la révolution citoyenne. Tandis que nous les jeunes, pour nous, les Gilets jaunes, ça a été, pendant la période où ça se passait et encore aujourd'hui, un mème, quoi, quasiment. D'abord, c'était des trucs, des blagues, et aujourd'hui, c'est un souvenir qu'on garde comme symbole d'une période, donc de la période 2018. Parce que donc, je rappelle peut-être
les gilets jaunes, ça a été déclenché surtout par la taxe carbone. Alors, on va revenir sur ce qu'était la taxe carbone, mais c'est assez simple. Macron avait décidé, pour réduire soi-disant en tout cas, une première grande mesure écologique qu'il a eue en tant que président, ça a été de mettre une taxe sur l'essence, pour donc éviter la consommation de carbone avec les bagnoles, et donc il a mis des énormes taxes sur l'essence pour que les gens prennent moins la voiture. C'est aussi simple que ça. Néanmoins, évidemment, on va revenir là-dessus, ça a d'abord touché les personnes qui n'avaient pas un rond et qui étaient obligées de prendre la voiture. Et donc cette taxe carbone qui signifiait la ruine pour certains, des galères en plus chaque mois pour d'autres, a déclenché ce mouvement-là des Gilets jaunes en octobre 2018, qui a duré de manière massive, en tout cas pendant plus d'un an, même 1 an et demi, où chaque week-end se retrouvaient, étaient dans la rue ou au rond-point, des centaines de milliers de personnes. Tout ça avec à chaque fois des immenses mobilisations qui allaient dans les grandes villes jusqu'à des millions, sans qu'elles soient en étant des manifs sauvages. Donc un vrai mouvement citoyen super intéressant, mais que nous on a observé de notre côté comme un truc marrant, alors soit de vieux fous, parce qu'il y a les vidéos qu'on en sort encore aujourd'hui, c'est notamment le vieux à béret qui dit il y a tout, il y a de l'extrême droite, de l'extrême gauche, et qui hurle partout dans les rues, qui court. Bien sûr, la fameuse chanson Gilet jaunet aussi. Tout c'est un folklore qui, nous, à l'époque, nous faisait bien rire, mais qui était... dont on ratait complètement le sens, et surtout à quel point il était intéressant. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est dur de nous en vouloir. Moi, personnellement, je crois qu'en 2018, je devais être en 4e, donc... De 1, c'était un peu dur pour moi d'aller à la capitale avec ma fourche à la main pour aller trucider des policiers. Et de 2, je n'y pensais pas du tout, quoi. C'était pas ce moment-là de ma vie. Alors certes, en 68, des collégiens, et encore la plupart du temps, c'était à la toute fin du collège, sont sortis dans les rues, ont fait des manifs, ont bloqué leur collège. Écoutez, malheureusement, j'ai pas été de ceux-là, et je crois qu'il y a eu peu de collégiens pendant les Gilets jaunes. Ceux qui étaient au lycée, c'était peut-être un peu différent. Mais, mine de rien, c'est quand même un mouvement qui a échappé à la jeune génération, qui n'avait pas aujourd'hui, l'âge pour être révolutionnaire, et qui avait l'âge de rigoler, quoi. Et puis, faut pas oublier un truc aussi, c'est qu'en 2018, c'est il y a pas si longtemps, c'est il y a 8 ans, mais à quel point le monde a évolué depuis. Je suis assez certain, moi, que s'il y avait de nouveau les Gilets jaunes, les mouvements lycéens seraient beaucoup plus actifs que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Je pense que la politique radicale, citoyenne et non partisane a beaucoup plus d'importance que celle qu'elle avait en 2018, où on se remettait encore d'une longue période de quasiment un siècle d'endormissement. Là où, aujourd'hui, je pense que ça ressemblerait plus à un 68. On va peut-être reparler de 68, mais qui était beaucoup plus un mouvement, en l'occurrence, de mœurs, plus que social et économique comme l'a été le mouvement des Gilets jaunes. Mais je pense qu'aujourd'hui, un équivalent créerait beaucoup plus de jeunes dans ses rangs, une plus grande implication de la part des jeunes, des mouvements jeunes, des lycéens. Encore une fois, on n'irait peut-être pas jusqu'aux collégiens, mais en tout cas au lycée que les Gilets jaunes ont pu toucher. On l'a vu par exemple la réforme des retraites. Il y a eu une énorme mobilisation des jeunes, il y a eu énormément de blocus, mais même des présences en manifestation. Alors qu'évidemment, à l'évidence, la réforme des retraites ne touchait pas directement notre tranche d'âge. Donc voilà, je me suis dit que c'était important de retourner sur les Gilets jaunes, qui est un moment super important de notre histoire, et qui, comme toutes les autres révolutions ratées ou non, dans le monde, à tous les âges, est intéressante, doit être étudiée en attendant la révolution, et parce que il faut pouvoir avoir réfléchi à la révolution pour pouvoir la faire. Donc on peut pas non plus... Alors, une révolution, ça s'attend, mais ça se prépare aussi. Et pour ça, un des moyens intéressants, c'est d'étudier ce qui a été fait. D'autant plus qu'il y a des révolutions qui datent de 2 siècles, il y a des grands moments importants d'insurrection comme la Commune de Paris. Là, on a la chance d'avoir eu, il y a 8 ans, une quasi-révolution, une révolution manquée,
Et ce qui est génial, c'est qu'il y a 8 ans, en un sens, beaucoup de choses ont changé. On va en reparler, mais en même temps, la plupart des choses, la plupart des armes que les gens ont eues pour faire ce qu'ils ont fait, on a exactement les mêmes. Donc, je me suis dit que c'était intéressant de retourner sur les gilets jaunes. Et encore une fois, on va y revenir tellement de fois, parce que c'est un moment super intéressant. Je sais pas, je prendrai sûrement d'autres angles les prochaines fois. Peut-être que un jour, j'essaierai de faire un truc le plus exhaustif possible. Pour l'instant, c'est ça, on commence avec ça. Donc, il y a plein d'observations à en tirer. Une des plus importantes, je pense, c'est la police. La police, en 2018, elle est déjà ce qu'elle est, elle a déjà des centaines d'affaires de bavures policières sur le dos, elle a toujours été répressive, elle a toujours créé des immenses violences à manifestations, elle a jamais vraiment bien géré les manifestations, la police. Alors, il y a une époque où ils avaient une telle liberté, je parle au 19e siècle notamment, où c'était pas si grave, mais avec les droits de grève, les droits de manifestation, ils ont dû commencer à se contenir, et on s'est habitué à une police qu'on va pas dire raisonnable, parce que la police peut pas être raisonnable, mais par contre, qui, lors des manifestations autorisées, savait se tenir. Mais dès mai 68, la police a fait des immenses conneries, justement parce que mai 68 était surtout un événement de manif sauvage. 2018, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de mouvements aussi importants, de manifs sauvages, de moments d'insurrection généralisée. Et là, on a vu certainement la police la plus violente du 21e siècle. Et même par rapport aux armes, aux effectifs, à la qualité attendue en tout cas de l'entraînement des policiers au vu de notre époque, on n'a jamais vu une telle violence par des gens qui sont censés être des professionnels. Parce qu'évidemment, à l'époque des sans-culottes, on pouvait considérer que les policiers pouvaient être un peu violents dans le sens où les mecs savaient pas ce qu'ils faisaient. On avait pointé le policier, c'était le mec le plus sévère du village. Bon, pareil, c'est le shérif du Far West. On comprend qu'il soit pas spécialement compétent, que ce soit juste un mec avec le cerveau brûlé. En 2018, ça fait longtemps que la police existe. C'est un métier. On a développé des centaines de technologies pour faire du mal aux gens. Les flashballs, qui sont peut-être un des symboles les plus importants de la violence policière. Pardon. En 2018, les flashballs connaissent, je pense, leur popularité la plus importante, parce que ça faisait longtemps que c'était dans les services de police et que c'était utilisé, les flashballs, mais c'est là qu'on a compris à quel point l'objet était dangereux, avec plein de personnalités, notamment Hugo Clément, qui avait fini quasiment éborgné. Bon, on n'aime pas spécialement Hugo Clément, donc on pourrait se dire que c'est pas grave, mais d'autres vrais manifestants, d'autres vrais gilets jaunes qui ont fini, eux, littéralement éborgnés, la gueule à moitié arrachée, à cause des flashballs. Donc on se retrouve avec une police qui avait tout en main pour, en tout cas, c'était ce qu'on attendait d'elle, gérer la situation. Eh ben pas du tout. On parlait des flashballs, ils ont été utilisés comme si on les mettait dans les mains de fous furieux qui se croient au Far West, et ça a causé des centaines de blessés graves, de blessures irrémédiables, juste parce que les mecs ont stressé. Parce que c'est un peu plus compliqué les gilets jaunes que les violences policières, où c'est assez clair qu'il y a une haine raciste qui motive une violence, des insultes vis-à-vis des personnes racisées lors de ces bavures. Les gilets jaunes, ça ressemble beaucoup plus à des mecs qui n'ont pas su gérer le machin. Donc, les gilets jaunes, pendant 1 an et demi, ça a été une violence jamais atteinte et symbole d'une sorte de point de non-retour pour moi dans les violences en manifestation. Les premiers mois, ça a été... il y a eu beaucoup d'interviews de gens qui ont fini à l'hôpital, qui aujourd'hui encore en gardent les blessures à vie. On a eu d'ailleurs, là, il y a quelques jours,
début mars, il y a 6 policiers qui avaient bastonné des gens à l'entrée d'un Burger King lors des Gilets jaunes qui ont été jugés coupables et je crois, heureusement, virés des forces de police. Mais les premiers mois, il y a eu un choc généralisé de la population vis-à-vis des violences policières. Et malheureusement, le tout s'est tassé. On s'est habitué à cette violence surréaliste parce que ce qui était fou, c'était que chaque week-end, la police savait que les gilets jaunes allaient se mobiliser dans les grandes villes, au rond-point, et chaque semaine, ils se retrouvaient à bastonner des gens, à se retrouver acculés dans des coins de rue où ils trouvaient que la seule solution pour eux, parce que visiblement, alors qu'ils ont des armures complètes, le seul truc à faire, c'est de balancer une flashball dans la gueule d'un vieux. Mais chaque semaine, les mecs se retrouvaient dans la merde et finissaient par tabasser, blesser des gens comme on l'avait jamais fait avant. En gros, une gestion cata qui a duré 1 an et demi. Et comme chaque drame, plus ça s'étend, plus les gens s'habituent. Et ça, on s'est tellement habitué à ça qu'aujourd'hui encore, vous allez dans une manifestation. Et le plus amusant, je parlais au début justement de... Pendant longtemps, on s'était habitué où la police, dans les manifestations autorisées par la préfecture, on les voyait de loin, ils étaient dans les coins. Là, depuis 2026, même dans une manifestation autorisée, si vous allez un peu trop à gauche, un groupe de 2, un immense groupe de 2, un peu trop à gauche, dans la longue ligne qui a été prévue, c'est bastonnade directe. Alors pour les manifs sauvages, j'en parle pas, ça arrive assez régulièrement, mais en général, ce qui arrive le plus, c'est une manif autorisée par la préfecture qui continue plus longtemps que ce que la préfecture avait autorisé, et donc devient une manif sauvage, et à partir de là, on envoie quasiment le GIGN, quoi. Donc bien sûr, on connaît la Bravem, qui elle aussi est devenue célèbre grâce aux Gilets jaunes. Donc la Bravem, c'est la police sur moto. La méthode, c'est les joutes, les chevaliers, quoi. Donc c'est à moto et on a nos matraques et on bastonne. C'est quand même assez génial qu'on trouve ça. Parce qu'il y a des mecs dans les bureaux qui ont cette idée de ouais, bon voilà, on va gérer les problèmes des gens avec une police à moto avec des matraques. Et pourtant, on a cette idée-là et on le fait. Donc aujourd'hui, vous allez dans une manifestation, c'est quasiment à chaque fois un festival de violence. Il y a toujours quelqu'un qu'on connaît qui se retrouve blessé, qui se fait arrêter brutalement. Et allez, des fois, parfois c'est bien pire que se faire plaquer au sol. Il y a des gens qui finissent hospitalisés. Et ça arrive à chaque grande manifestation. La violence a atteint en 2018 un point de non-retour qui aujourd'hui encore nous marque. Et avec l'habitude qu'on a pris, déjà, nous en tant que citoyens, de s'habituer à la violence et du côté du ministère de l'Intérieur notamment, de défendre coûte que coûte ces mêmes policiers, on ne sait pas, alors si on sait, on sent la révolution, mais dans le système actuel, comment cette violence pourrait retourner à ce qu'elle était il y a quelques années, régresser. J'ai pas envie de dire retourner à la normale, puisque la police, déjà, on peut remettre en question son existence, mais on peut certainement remettre en question la notion même de violence par les forces de police. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces policiers-là sont défendus par le ministère de l'Intérieur comme on n'a jamais défendu la police. Le ministère de l'Intérieur, normalement, est une sorte de maître chien et la police, c'est clébard qui devrait garder, qui devrait rappeler à l'ordre. En l'occurrence, c'est pas ça. On le voit, on va peut-être faire une digression sur les violences policières. Le Nunez, qui est le ministère de l'Intérieur, actuellement, Darmanin, lui, a été le plus, j'ai envie de dire, iconique ministère de l'Intérieur de Macron, ont été tous les deux des ultra défenseurs de la police. Pourquoi ? Parce que c'est simple, les syndicats de police, comme le syndicat Alliance, qui n'a pas toujours été le syndicat majoritaire de la police, mais qui aujourd'hui exerce un pouvoir tyrannique sur les forces de police, s'avère être un syndicat d'extrême droite, ultra violent, et bien sûr rarement critique envers ses membres. Eh ben, le ministère de l'Intérieur, incarné par son ministre, se retrouve toujours à défendre la police coûte que coûte. Jamais on ne dit un tel policier a déconné.
Même pas ça, vous vous rendez compte, c'est même pas... Nous, on demande pas de dire... on demande pas que le ministre de l'Intérieur, et encore, on s'attend de lui, c'est un droitard, on demande pas qu'il dise que la police tue. Par contre, vous le voyez, le premier réflexe, c'est de dire, il y a une raison. Il y a une raison, il y a une justification. Telle personne, celui qui s'est fait bastonner, qui est parfois mort, c'était le cas de la dernière bavure policière, il a dû faire quelque chose. Et c'était pareil pendant les Gilets jaunes. C'est pourquoi est-ce qu'ils faisaient des manifs sauvages ? Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Pourquoi est-ce qu'ils ont jeté une brique ? Toujours on trouvait quelque chose. Alors ce qui est génial, c'est que les gens sont assez intelligents pour faire leurs propres recherches. Et parfois, évidemment, tel ministre, tel préfet de police se retrouve tellement acculé qu'il est obligé de céder quelques trucs. Mais là, par exemple, le silence dans lequel se conclut le procès sur les 6 policiers qui ont agressé les gens dans le Burger King, là, c'est quand même assez effrayant. Déjà, ça nous a choqués en 2018. C'est en 2026 qu'il y a la réponse qu'on attendait depuis 8 ans. Entre-temps, les gens ont oublié, les Gilets jaunes, c'est un loin souvenir. À chaque fois, c'est comme ça. Alors en plus, on peut peut-être parler de la corruption de la police des polices. Faudrait faire un épisode à part sur la police, mais c'est un peu comme les Gilets jaunes, c'est un taf monstre que j'ai pas encore envie de faire un truc ultra exhaustif. Mais ce qui est certain, c'est que la police est tellement défendue par le ministre de l'Intérieur, qui encore une fois est censé garder ses chiens, et en même temps tellement violente, depuis notamment les Gilets jaunes, qu'il y a de quoi être effrayé et surtout de quoi, dans l'esprit des gens, avoir peur d'aller manifester. Et c'est un truc qui, mine de rien, a été très fort de la part de l'État. C'est que Macron, quand il a autorisé la violence qu'il a autorisée, a créé une peur chez plein de gens qui venaient manifester pour la première fois pour certains, ou d'autres même qui manifestaient depuis 30 ans mais qui se sont dit maintenant je suis trop vieux pour me prendre une flashball, quoi, pour devenir sourd, pour perdre un œil. Et en ça, bon, ça ressemble effectivement à un régime totalitaire. Mais bon. Ensuite, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est l'abandon complet de la bourgeoisie dans la lutte qui a été celle des Gilets jaunes. On l'a vu, ce qui a été intéressant avec les Gilets jaunes, c'est qu'elle a d'abord été une lutte populaire. C'est un cri populaire comme il n'y en a pas eu d'autres, puisque ça touche évidemment les pauvres. De toute façon, c'est une histoire de porte-monnaie. Donc la taxe carbone, c'est juste on augmente le prix de l'essence. C'est assez simple, les riches, ils ont de la thune, donc ils payent plus d'essence. Les pauvres, ils ont pas de thune, donc soit ils peuvent plus prendre leur voiture, soit ils s'endettent pour littéralement faire un plein. Sauf que on attend toujours des bourgeois, et surtout des bourgeois de gauche, de comprendre et ensuite de s'investir. Des exemples à la con, hein, mais Karl Marx, par exemple, était un ultra-bourgeois, il est issu de la bourgeoisie, il a ensuite accepté de vivre dans la pauvreté pour une bonne partie de sa vie. Che Guevara, c'est un peu pareil. Combien de grands personnages des classes populaires sont en réalité des bourgeois qui ont embrassé la révolution et surtout la défense des classes populaires. Là, on n'a ni eu, et on reviendra là-dessus, de visage issu de la bourgeoisie vraiment révolutionnaire, et certainement pas de population, de citoyens issus de la bourgeoisie qui ont été actifs dans la lutte des Gilets jaunes. On a plutôt vu un déni complet, voire un mépris, je vais en parler juste après, de ce qu'ont été les Gilets jaunes. Ça nous permet de faire peut-être une première conclusion, c'est qu'on ne peut rien attendre de la classe bourgeoise. En réalité, et on est en train de le voir, elle n'est pas prête à quoi que ce soit, la classe bourgeoise. Si elle a été, pendant, je pense, à mai 68, à toute la grande période trotskiste où les rangs de la LCR, qui est devenue le NPA, ont été gonflés de bourgeois qui voulaient en finir avec le modèle capitaliste, en finir avec la bourgeoisie crasse de leurs parents. Aujourd'hui, après des années d'endormissement, la bourgeoisie n'est plus prête à ça. D'autant plus que mai 68,
c'est ce que je disais au début, a eu cet intérêt qui concernait tout le monde en fait, mai 68, et une révolution des mœurs. Et pour ce qui est de la libération de la sexualité, l'égalité des genres, c'est littéralement une révolution transclasse. En l'occurrence, les gilets jaunes concernaient certainement un peu trop la thune et rien d'autre, que ça intéressait pas les bourgeois. Et plus que de ne pas les intéresser, ça les dégoûtait même certains. Il faut le dire, il y a un côté, les gilets jaunes, c'est pas classe. C'est un truc de prolo boueux, quoi. Et pour la haute bourgeoisie parisienne, qui, même si elle kiffe Che Guevara, par exemple, se retrouve pas dans les gilets jaunes, parce que c'est pas des beaux gosses, il y a pas de belle musique derrière, mais ça, j'ai fait une petite conclusion là-dessus. Mais il a certainement manqué ce romantisme, même si ça, c'est pour les bourgeois les plus rebelles. La majorité d'entre eux a plutôt été complètement désintéressée de ça et n'a pas été prête à sacrifier un samedi, ou en tout cas sacrifier quoi que ce soit, et certainement pas son temps, pour la cause des Gilets jaunes. La plupart ont soit complètement ignoré le truc, soit l'ont méprisé alors qu'ils se disaient de gauche. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec un parti socialiste qui continue de tomber dans un accompagnement du capitalisme qui les rend un peu brumeux dans leur existence et qui montre tout simplement qu'ils ne concernent et qu'ils ne parlent qu'à une société qui est en train de disparaître, heureusement, mais une classe bourgeoise qui se dit de gauche pour se dire de gauche, mais qui, au moment où les Gilets jaunes étaient dans ses rues, est restée dans son appartement. Autre truc que j'ai trouvé moi super intéressant en repensant aux Gilets jaunes, ça a été la diabolisation de ce mouvement, de ses membres. Rappelez-vous, c'est aussi pour ça a aussi aidé à ce que, quand je parlais du fait que les Gilets jaunes étaient pour nous plus un mème, c'est que dans les médias, on a fait de tellement de choses des Gilets jaunes, sauf des révolutionnaires, sauf une insurrection. Les Gilets jaunes, c'était quoi ? C'était des complotistes, des antisémites parfois, des anti-vax, des fous, certainement des idiots finis la plupart du temps. En tout cas, c'était certainement pas des gens à prendre au sérieux, et surtout, on ne les a jamais présentés comme des gens qui présentaient un désir de changement. Alors, il y a plusieurs trucs, hein. Déjà, c'est qu'ils arrivaient à toujours trouver les mecs les plus zinzins pour parler à la télé. On va revenir sur les visages importants, mais déjà, juste à chaque fois, comme c'était tous les samedis, BFM TV trouvait un mec dans la manif qui avait l'air un peu fait, qui avait le nez rouge, et il leur faisait dire les pires trucs. Évidemment, le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu en son sein des gens qui étaient ultra-complotistes, certainement des gens qui étaient antisémites, mais parce que c'est un mouvement qui a concerné tellement de gens, c'est un mouvement de masse. Donc en fait, dedans, tu trouves toujours des zouaves. Maintenant, est-ce que c'était eux qui représentaient le mouvement des Gilets jaunes comme on a essayé de nous le faire croire ? Pas du tout. C'est pour ça qu'il y a eu des médias plus honnêtes, comme Mediapart, qui s'intéressaient vraiment à ce truc-là et qui ont interrogé des gens qui menaient, parce que les Gilets jaunes, on va en reparler, c'était bien sûr pas un mouvement partisan, c'était pas un mouvement de parti politique, mais il y a eu des sortes de brigades, de groupes qui ont été formés, et à leur tête, il y avait des représentants qui ont fait quelques tours à la télé pour certains d'entre eux, mais qui étaient interviewés par des médias vraiment intéressés, et les gens ont des trucs intéressants à dire. Mais déjà, quand on commence en disant... en montrant les gilets jaunes comme juste des bouffons qui veulent pas travailler et qui ont l'impression que le monde est gouverné par les juifs, on oublie qu'en fait le seul truc dont il faut parler, c'est que c'est contre la taxe carbone et que c'est des gens qui arrivent pas à finir leur fin de mois et à qui on rajoute une taxe comme si il n'y avait pas d'autres gens à criminaliser pour le compte de l'écologie. Donc ça, c'est un truc qui a été super fort, c'est la diabolisation. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, on le voit avec la fameuse diabolisation de la France insoumise, qu'on voit tous les jours. Il y a des nouveaux articles, les médias en parlent, à quel point LFI est antisémite, à quel point LFI est complotiste, c'est les mêmes choses. Et
autant qu'il peut peut-être avoir du vrai dans l'antisémitisme de la France insoumise, même si j'en doute franchement. Il y a peut-être eu des paroles antisémites, par exemple David Guiraud et ses fameux dragons célestes, alors qu'il il avait l'air d'être vraiment idiot à l'époque, hein, mais par exemple, ça c'est des détails, quoi. Je ne dis pas point de détail comme Jean-Marie Le Pen du tout, là. Mais c'est un détail ridicule qu'on pointe pour décrédibiliser tout un machin. C'est exactement pareil que les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes c'est avant tout un mouvement d'insurrection, un mouvement révolutionnaire qui est génial parce que justement il est pluriel et qui concerne plein de gens. Et pourquoi est-ce que les médias se sont autant bougé le cul pour décrédibiliser ce mouvement? Pourquoi la police a été si violente? Pourquoi le gouvernement a demandé à la police d'être si violente? Et c'est ça qui est intéressant, parce que vraiment, à un moment, les Gilets jaunes ont fait trembler la France et l'ordre en place. Et il faut jamais oublier que les grands médias comme BFM TV sont tenus par des grands propriétaires, des milliardaires qui, au final, sont contents de l'ordre en place, voire même veulent le faire passer dans un monde encore plus totalitaire, encore plus libéral. Et le gouvernement, c'est tout pareil. Si la police a décidé de dépasser toute limite, de devenir complètement folle, c'est parce qu'au-dessus, je parlais de policiers qui perdaient tout contrôle. Oui et non d'ailleurs, parce qu'il y a eu plein de situations où les instructions étaient vraiment de péter tout le monde dans la gueule. Il fallait briser et faire peur aux gens. Donc, il n'y a qu'une chose à en tirer de ça, c'est que vraiment, à un moment, les Gilets jaunes ont fait trembler l'ordre que nous, on veut renverser. Donc inévitablement, bien sûr, j'ai pas fini, mais il y a des trucs à en tirer. À partir du moment où quelque chose arrive à faire trembler ce qu'on veut renverser, il faut s'y intéresser. Qu'est-ce qu'il faut en garder vraiment du mouvement des Gilets jaunes? Eh bien déjà, il y a un truc qui est intéressant, et là, je vais faire encore plus de lecture pour montrer à quel point c'est important de s'intéresser à ce qui a été fait avant, en faisant une double lecture avec la Commune de Paris. La Commune de Paris, donc 1871, les Parisiens décident de s'insurger contre le gouvernement français qui devient donc dans le nom surnommé le gouvernement versaillais puisque se déplace à Versailles. Paris s'insurge parce qu'il refuse de payer les immenses impôts qu'on demande suite à la défaite face à la Prusse, entre autres, et puis parce qu'il y a un élan socialiste qui permet de décider en fait à ce moment-là on peut faire la révolution, on peut décider de s'organiser et créer, d'où la Commune de Paris, une commune. Et alors l'idée de la Commune de Paris était ensuite que ça se diffuse dans le monde et que le monde ne soit plus qu'un monde de petites communes qui interchangent, qui discutent entre elles, qui parfois s'entraident, mais qui surtout sont indépendantes. Plein de trucs intéressants avec la Commune de Paris. C'est un de mes trucs les plus dont je suis le plus fan. C'est pour moi un des exemples les plus importants, malgré le fait que ça date de 1871. Mais pareil, on essaye de pas s'étendre trop sur la Commune de Paris, donc on la laisse un peu de côté dans son aspect global. Mais par contre, si on peut la comparer avec les Gilets jaunes, il y a un truc que les Gilets jaunes ont réussi et que la Commune avait raté, c'est d'avoir attiré la ruralité. La Commune de Paris, son grand problème a été, je crois que c'est Marx qui avait dit ça en analysant la Commune de Paris, la Commune de Paris n'a pas réussi à attirer les paysans autour d'elle, alors qu'ils auraient fait des bras en plus. La Commune de Paris en a eu besoin face à l'intégralité de la France, et surtout, le monde rural est intéressant quand tu veux construire une société pour la bouffe, tout simplement. Mais la Commune n'avait pas réussi ça, parce que déjà, en 1871, on parlait des urbains enfermés, les citadins qui pétaient plus haut que leur cul, en gros. Par contre, les Gilets jaunes, eux, ont concerné quasiment plus de ruraux que de citadins. Alors, ce qui est amusant, parce que la Commune de Paris, c'est en ça qu'elle était ultra localisée. On vivait dans un monde, en 1871, où les ruraux étaient encore plus importants que les urbains. Alors c'était en train de switcher, mais on était à la fin de ça, mais ça existait encore. Et pourtant, les Gilets jaunes, eux, dans un monde où on est tous ultra urbanisés, elle a réussi à concerner toute la France. Et en ça,
ça l'a rendue super puissante. Parce que la Commune de Paris, bah, par exemple, c'est assez simple, l'armée versaillaise avait juste à concentrer tout le monde et à bastonner tout le monde dans Paris. Ils ont réussi à le faire en 3 mois, et puis après c'était fini, il y a eu la semaine sanglante. Mais par contre, les Gilets jaunes, ça a pris le monde entier. Le monde entier étant la France, hein, mais où on a pu voir une police c'est pour ça qu'elle a été ultra violente aussi, qui était débordée parce que dans tous les coins, dans tous les villages, on avait des mouvements gilets jaunes. Alors, tous les ronds-points étaient pris quasiment en France, mais aussi les villes. C'était trop pour la police, et c'est ça qui a rendu le machin super fort. D'autant plus qu'aujourd'hui, depuis Haussmann, une ville comme Paris est super dure pour une insurrection. Les grands boulevards rendent les fuites, les barricades impossibles, parce que c'est ce qui a notamment motivé les grands travaux d'Haussmann, c'était de rendre impossibles les barricades. Avec des grandes rues, bah, c'est quasiment impossible de barricader l'entièreté d'un boulevard, quoi. Tandis qu'avant, Paris était fait de plein de petites ruelles, c'était un vrai labyrinthe. Et donc aujourd'hui, on peut certes faire des immenses manifestations dans Paris. Les Gilets jaunes ont réussi à foutre le bordel dans quasiment Paris tout entier. Mais ils n'ont pas pu faire de vraies places, de vrais combats, de vraies guérillas dans la ville. Tandis que les campagnes, elles, ont cette liberté. Alors on ne peut pas parler de maquis non plus, puisque évidemment c'était pas la guerre civile. Mais par exemple, on l'a revu avec la révolte des agriculteurs au début de l'année, là. Ce qui est génial avec le monde rural et encore plus avec le monde paysan, c'est que les mecs, ils ont des tracteurs, quoi. Donc, par exemple, alors bien sûr, tous les paysans n'ont pas de tracteur, parce qu'il faut rappeler que c'est un truc de paysans un peu fancy, mais une collectivité de la confète paysanne, par exemple, a bien un tracteur, et puis il y a des mecs qui ont plusieurs tracteurs quand même, quoi. Dans tous les cas, à partir du moment où tu as un tracteur, même si il y a 200 manifestants pour un tracteur, tu bloques une départementale tranquillos, quoi. Et ça, la révolution, c'est beaucoup de poésie, c'est beaucoup d'idéaux, mais c'est aussi vachement du terre-à-terre, quoi. Et donc quand tu te dis je veux faire une insurrection et que t'as des gros tracteurs, c'est quand même assez génial. Pareil, les mecs, on le voit à chaque fois, ils sont capables de déplacer de la merde, quoi, du purin partout. Enfin, il y a plein de trucs à tirer assez terre-à-terre géniaux, le truc général est quand même plutôt que les Gilets jaunes ont réussi à taper partout, quoi. Justement, grâce au fait que... Enfin, plutôt grâce à Macron, ouais, d'avoir fait une taxe qui concernait tout le monde. Donc là-dessus, les Gilets jaunes, bon point, bravo à eux. Maintenant, l'autre truc que j'ai un peu teasé avant, c'est évidemment les Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que ça a touché autant de gens ? Pourquoi est-ce que ça a marché aussi longtemps ? C'est parce que c'est un moment de révolte non partisane. Alors, donc non partisane, ce que je veux dire par là, c'est où les partis politiques ne lancent pas et surtout ne prennent pas le contrôle de ce moment. Ça a été du début à la fin un moment citoyen avant tout. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des forces politiques qui ont soutenu les Gilets jaunes, la France Insoumise surtout. On a vu aussi à des moments Lutte ouvrière, par exemple, qui a fait des cortèges, mais globalement, jamais un parti politique n'a mené le truc. Et c'est par exemple un des trucs assez intéressants qui ont un peu expose le RN comme le truc ultra-bourgeois qu'il est, où il y a eu un soutien super flou vis-à-vis des Gilets jaunes. Alors on voit bien que c'est... nous on le sait que le RN c'est un truc en réalité d'ultra-jouabourg, ultra-libéral, mais il faut le rappeler je pense, parce que les Gilets jaunes, qui sont un moment super populaire, le RN n'a pas été si présent. Par contre, c'est un truc que je trouve très bien, moi. Je remercie pas le RN, je pense que si ils avaient pu, ils l'auraient fait, mais malheureusement, le truc était trop puissant, concernait trop de gens pour qu'un parti prenne le dessus. Donc, évidemment, de l'extérieur, on se dit, c'est relou parce que moi, je veux pas manifester avec un mec qui peut-être est un gars RN, voire dit des trucs un peu racistes. Mais déjà, il faut comprendre que aujourd'hui, le RN, ça concerne beaucoup de gens, quoi, malheureusement. Donc, et notamment
Je ne veux pas du tout faire la défense de Ruffin et de son fâché pas facho, parce que c'est franchement faux. Déjà, premier truc, les gens peuvent devenir fachos, ils peuvent changer. Et surtout, il y a plein de gens qui sont des gros fachos et qui sont pas spécialement fâchés. Mais de fait, ça existe. Il y a plein de gens qui sont issus de milieux populaires, qui n'arrivent pas à bouffer et qui votent RN. C'est un fait. Et ça concerne beaucoup de gens, et alors on peut pas décider de les supprimer ou de les abandonner. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de mieux que le dialogue au milieu d'une manifestation avec quelqu'un pour qu'il comprenne, parce que au final, l'ennemi, c'est jamais les Noirs et les Arabes, mais c'est le grand capital et les policiers qui sont en train de lui tirer dessus. D'ailleurs, les gens qui votent RN l'avaient bien compris, ça déjà, que les vrais méchants, c'était ceux qui leur faisaient payer plus, c'était les violents. Et d'ailleurs, je pense que plein de gens, avant les manifestations de 2018, étaient plutôt pro-police, par exemple. Mais une fois que tu t'es pris une flashball ou que t'as vu ton pote se faire tabasser et faire péter deux jambes, tu changes un peu d'opinion là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que la puissance des Gilets jaunes, c'est son côté non partisan. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que les partis politiques, il y en a avec qui on a des affinités, certainement, mais au final, c'est quand même des gens qui se complaisent dans l'ordre établi, même dans l'opposition. Le sujet, c'est pas faut-il voter, faut-il soutenir un parti politique, c'est pas le sujet du tout. Néanmoins, jamais l'insurrection ne sera menée par un parti politique. Parce qu'une insurrection qui mène à une révolution signifie un changement complet. Les tables sont toutes renversées, même celles qui ont été de notre côté un jour. D'autant plus que si on veut unir tout le monde derrière l'ennemi principal qui nous suffit bien à tous, c'est-à-dire celui du capitalisme, on ne peut pas espérer le faire avec des visages appartenant à des partis politiques. Aujourd'hui, c'est un fait. Nous, on est dégoûtés par les visages du Rassemblement national. D'autres gens sont dégoûtés par les visages de la France insoumise. C'est comme ça. Il y a une solution très simple. Il faut le faire sans eux. Et à partir de là, moi, je suis assez convaincu que quand même, on arrivera beaucoup plus à s'entendre avec des gens, même si ils ont des affinités politiques différentes de nous à la base, à aller dans le même sens que nous. En fait, c'est simple. Dites-vous que vous êtes pas, même si vous votez, vos municipales, vous avez voté LFI par exemple, ça fait pas de vous un ouf qui est prêt à crever pour Jean-Luc Mélenchon. Eh ben c'est assez pareil pour quelqu'un qui vote RN en fait, pensez pareil. Vous dites pas, alors encore une fois, si c'est un mec avec les cheveux plaqués en arrière, qui s'appelle Ambroise ou quoi, lui, de toute façon il fera pas la révolution avec vous. Mais un mec ultra prolo de la campagne, que la vie a niqué de A à Z, vous dites pas qu'il est attaché au RN jusqu'à en mourir. Un vote, c'est un moment. Et ce qui est génial avec l'insurrection, c'est qu'elle rase tout ce qui a été fait avant. Et c'est en ça qu'il faut absolument pas se référer aux partis, il faut absolument pas attendre leurs consignes. Je pense au 10 septembre, par exemple, qui était là de cette année-là, de 10 septembre 2025, qui était attendu comme une sorte de grand moment, là. Et moi, je pense qu'en partie, ce qui a fait le truc un peu flopper, c'est la France insoumise s'est jetée dessus. Et on a fait son moment, et ça a fait s'endormir le truc. Il y a plein d'autres choses. En fait, quasiment tous les mois, une nouvelle tentative d'insurrection a lieu. Et chaque mois, elle peut réussir. Néanmoins, c'est jamais quand un parti la domine et la mène. En plus, ce qu'on veut, nous, c'est que des nouvelles idées sortent. Des grands moments d'insurrection. Les partis politiques, ils arrivent, leurs idées sont déjà faites, ils ont consulté personne. Nous, on désire un truc qui sort des citoyens, pas de la tête de quelques personnes. Et en ça, les Gilets jaunes ont été super intéressants et doivent être un exemple. Maintenant, il faut aussi, bien sûr, pas oublier l'importance des manifestations sauvages. Une manifestation qui est autorisée par la préfecture de police et une manifestation qui ne mènera jamais à la révolution. En fait, c'est assez simple à comprendre, mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'aller à une manifestation autorisée par la préfecture. La Pride, par exemple, même la Pride radicale sont autorisées. Néanmoins,
ce qu'ont bien compris les Gilets jaunes, c'est que pour faire stresser un bon coup la police, voire pour la renverser, eh ben, il faut faire une manifestation qu'ils n'ont pas prévue et qu'ils n'ont pas pu organiser. Alors ça, c'est intéressant. Maintenant, pour conclure, on va réfléchir à ce qui a manqué aux Gilets jaunes. Et c'est la partie où je ne serai absolument pas exhaustif et qui, je pense que je le serai dans 2 ans dans une cave après avoir lu tous les livres. Mais j'ai quand même quelques points qui me sortent comme ça et que j'ai envie de partager. Et ça va certainement s'affiner avec le temps, au cours des émissions, des années. Mais déjà, il y a un truc assez évident, c'est qu'ils ont manqué d'armes. Alors, quand je dis ça, c'est bien sûr pas un truc de défense pour le port d'armes comme il y a aux États-Unis. Vous voyez, ça mène plus à des school shootings qu'à la Révolution française. Donc l'idée n'est pas là. Par contre, c'est un fait que je remarque. Si les Gilets jaunes avaient su s'organiser en groupe armé, comme ça a été le cas de la Commune de Paris et comme toutes les révolutions sud-américaines par exemple, tout ça aurait changé. Quelle est donc l'option pour que les gens s'arment sans qu'on soit, puisqu'on n'est pas en Caroline du Nord ? Eh ben c'est la police et l'armée qui se retournent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, il aurait fallu que la police dise « c'est trop, on ne veut plus obéir à Emmanuel Macron, on ne veut plus continuer à massacrer les gens avec nos flashballs, on décide de rejoindre les révolutionnaires. » Ça a été le cas dans toutes les révolutions, des plus récentes où... Mais alors, quelque chose qu'on peut remettre en question en Amérique du Sud, par exemple, la tendance au gouvernement militaire, par exemple, qui donne pas toujours les meilleurs bougs à la fin, mais la Révolution française, par exemple, a pris un vrai tournant quand l'armée a décidé de se tourner du côté des révolutionnaires. C'est assez simple en fait, comment est-ce que tu veux prendre le pouvoir si c'est pas toi qui as les armes et que les mecs qui défendent le pouvoir en place sont face à toi et que toi t'as quelques briques alors que eux ils ont des flashballs et le rang d'après étant des FAMAS. Donc ça c'est un truc assez évident qui a manqué. Et alors bon, si l'idée c'est soit de faire venir des centaines d'armes du reste du monde pour mener à l'insurrection, ou alors de faire tourner la police du côté des révolutionnaires, on est effectivement sur un point où il faut encore beaucoup réfléchir. Mais par exemple, c'est assez intéressant de voir comment était la police face aux agriculteurs, parce qu'on connaît les problèmes de racisme, de mépris, notamment des personnes racisées, mais aussi des personnes LGBT, en gros de ce que la police considère comme des gros gauchistes qui détestent. On connaît ce mépris-là et cette violence-là qu'on retrouve dans les manifestations, notamment à Paris et dans les grandes villes. Mais par contre, et c'était d'ailleurs Pascal Praud qui était très étonné de ça, la police, qui est donc fondamentalement raciste, s'est quand même retrouvée, là, au début de l'année 2025, à la fin de l'année 2025, à bastonner des agriculteurs, des paysans, qui étaient tout aussi inoffensifs que sont les manifestants écolos qui font des sittings sur les routes. Hein. Mais on aurait pu s'attendre, avant les Gilets jaunes 2018, à une police qui se serait arrêtée, aurait désobéi face aux consignes d'aller péter la gueule à des paysans qui n'arrivent plus à manger. Mais en fait, la police est tellement aliénée, tellement cornérisée dans sa tête en tout cas, que tout le monde est méchant. Et donc on s'est retrouvé à des situations où les agriculteurs engueulaient des condés en disant « Mais vous vous rendez compte là de ce que vous êtes en train de faire là ? Nous on a déjà grâce à nous on bouffe, vous bouffez pardon. Et puis surtout on est inoffensif quoi. » Alors le problème des discours des paysans, notamment des mecs avec des bonnets jaunes, c'est que souvent ça s'accompagne de « alors que vous êtes gentils avec les Arabes ». Bon, ça c'est la partie où les mecs manquent peut-être effectivement d'infos sur... Ce qui est certain, c'est qu'au quotidien, l'arabe lambda est moins emmerdé que le gros fermier du Loiret, mais bon. Ça montre quand même qu'on est loin de la situation où la police et l'armée se rangent du côté de la révolution. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un des trucs qui a beaucoup manqué aux Gilets jaunes pour vraiment acter un coup d'État.
Autre chose, peut-être un peu plus chill que comment trouver des FAMAS, c'est les visages qui ont porté les gilets jaunes. Et le mouvement des gilets jaunes surtout. Premier truc, c'est on peut considérer qu'on en a manqué de visages. Il n'y en a pas eu assez, en général, de gens qui, déjà, ont émergé du mouvement des gilets jaunes, parce que ce qui est important, et c'est pour ça que je méprise un peu les partis politiques qui récupèrent ce truc-là, c'est ce qu'on veut d'un mouvement insurrectionnel et d'une révolution, c'est que des nouveaux visages incarnent rien d'autre que ça. On aurait voulu avoir des gilets jaunes qui deviennent des symboles des gilets jaunes, des stars des gilets jaunes. On n'a pas eu ça. Pas du tout. Alors pourquoi ? On ne sait pas. C'est un hasard. Il n'y a pas eu assez d'orateurs qui en sont sortis. Les médias, certainement, ont décidé de réduire au silence les personnages intéressants et plutôt faire valoir les pires clowns de la Terre. Notamment, et c'est mon deuxième point, s'il y a eu des visages dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est peut-être les pires gens sur Terre. Alors j'ai parlé un peu des randoms qu'on trouvait à chaque fois, qui étaient des fous du bus un peu alcoolos, qui hurlaient «Je suis Vercingétorix» ou «La puce 5G» ou je sais pas quoi. Mais il y a eu des célébrités malheureusement, et en tête Francis Lalanne. Francis Lalanne quand même a été le symbole des Gilets jaunes à un moment. Quand je dis symbole, c'est factuel, puisqu'il a été le candidat aux européennes de l'année 2019 pour le mouvement Les Gilets jaunes. Alors bien sûr, ça ne veut rien dire, puisque combien de Gilets jaunes ont décidé de créer ce parti-là ? En tout cas, Francis Lalanne a pendant longtemps été le visage des Gilets jaunes. Bien sûr, les médias se sont régalés de ça, parce que tout le monde sait que c'est un bouffon, et ils avaient besoin d'un bouffon, à la fois pour que les gens détestent les Gilets jaunes, et pour que les gens rient des Gilets jaunes, et honnêtement, tu vois Francis Lalanne, tu as envie de rire et tu le détestes en même temps, à quel point il est dégueulasse, parce que certes c'est un mec qui nous fait rire, mais faut pas oublier que c'est un des mecs qui a sûrement été à l'origine, en France en tout cas, de l'explosion du truc Brigitte Macron est une femme trans. Nous on s'en bat les couilles, mais ça a accompagné tellement de transphobie. C'est un mec ultra anti-vax. Par ailleurs, a pris un tournant ultra extrême droite ces dernières années, d'abord avec la légendaire alliance au sommet avec Dieudonné lors des européennes, et ensuite là récemment, où au municipal de Lyon, il avait décidé de candidater soutenu par le groupe Spartacus. Spartacus à Lyon, c'est un groupe historique de l'ultra-droite néo-nazie qui avait été radié plusieurs fois et qui a réussi à retourner à la ville, comme on dit. Sauf que malheureusement, un mois avant, il avait fait recours parce qu'il a une peine d'inéligibilité, parce qu'il n'a jamais rendu, je crois, les comptes de sa campagne aux européennes avec Dieudonné, justement. Et donc, il n'a pas pu au final candidater. Mais enfin voilà, ce personnage-là, c'est d'abord un personnage qui fait des chansons de merde, qui est un peu ridicule et qui est devenu très vite un ultra-nazi, transphobe, homophobe, bien sûr raciste. Donc voilà. Voilà les visages qui ont porté le mouvement des Gilets jaunes et qui ont, disons-le, niqué le mouvement des Gilets jaunes aussi dans la durée. On va pas tous les faire, mais la Commune de Paris, c'est quand même Louise Michel, Jules Vallès, Blanqui, la Révolution française, Robespierre, Saint-Just, Marat, on pourrait citer Danton, mais on l'emmerde. Les révolutions, c'est aussi des visages. Bien sûr, c'est d'abord un peuple tout seul qui se dirige lui-même, qui existe en tant que peuple, c'est-à-dire une masse d'individus, mais il faut aussi qu'il soit porté par des voix qui le veulent et qui surtout sont puissantes, intéressantes pour convaincre les gens qui ne le sont pas encore, et surtout maintenir le peuple dans un espoir qui leur permettrait de mener à une révolution. Il n'y a pas eu ça du tout chez les Gilets jaunes. Il y a une partie intéressante d'un mouvement simplement citoyen, mais il y a aussi une partie, malheureusement, faible là-dessus, qui a rendu, je pense, peu de service au mouvement. Parce que, dans tous les cas, il faut des visages. On peut trouver ça dommage, mais il faut des visages. Et malheureusement, ceux qui ont émergé, c'était le pire possible. Pour vraiment finir, j'en parlais un tout petit peu au début, ça c'est vraiment une observation perso, mais je me dis les Gilets jaunes, je pense qu'il y a un manque de romantisme autour de ce moment-là.
Les révolutions, c'est quand même beaucoup de communication. On parlera pas de marketing, mais de communication. Les révolutions, c'est un moment beau où les gens ont une espèce d'espoir en boîte, comme il n'y en a jamais. C'est un truc qui prend aux tripes et qui ensuite se caractérise dans des chansons, des couleurs, des drapeaux. Et je sais pas, le temps des cerises pour la commune, par exemple, c'est la révolution doit être quelque chose que les gens sentent, une sorte de printemps, quoi, un truc magnifique qui ensuite donne lieu à tout un folklore, toute une image qu'il fait durer, même après que le moment se soit terminé. Mais déjà, pendant son existence, il sentait effectivement peut-être un peu trop le même Internet, quoi. Les gilets jaunes, c'était quand même... Bon, déjà, soyons sérieux, le gilet jaune en lui-même n'est pas un truc giga stylé, quoi. Et ensuite, effectivement, à cause de la communication, on est sorti un truc qui a vite relevé de la parodie, quoi. Après, c'est ça qui était génial aussi, c'était que c'était quand même un moment où il y a eu plein de rires. C'était un truc quand même sympa, les gilets jaunes. Mais il a certainement manqué de beauté, je pense, qui aujourd'hui lui aurait donné, je pense, un visage différent. À quel point le temps des cerises, c'est cool, quoi. Il y a combien de bars à Paris qui s'appellent le temps des cerises, mais je sais pas, d'autres trucs à la con, quoi, mais comme Out Here Black and Tans pour les Irlandais, Hasta Siempre pour Che Guevara, je veux dire, on sait tous à quel point les révolutions, c'est un truc magnifique. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, me dit ma voix dans ma tête, bien sûr, mais je pense que les gilets jaunes ont un côté un peu trop même snap, quoi. Et avec, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui en sort des gilets jaunes, c'est la chanson Gilets jaunés, qui certes a la qualité de nous avoir tous fait rire, mais qui fait pas des gilets jaunes une révolution, pour la plupart des gens en tout cas, dont il faut se souvenir. Et pourtant, on va essayer de le revoir plusieurs fois au cours de l'année. C'est un moment super important et qui, aujourd'hui, puisque c'est raté, il faut le dire, c'est une révolution qui a manqué, c'est une insurrection qui s'est terminée et qui a causé au final beaucoup plus de douleur que de joie. Et ben maintenant, dans son existence de livre, il faut s'y intéresser, comme il faut s'intéresser à la Makhnovtchina, à la Commune de Paris, aux révolutions sud-américaines et à la révolution russe, en tirer les bons points, les mauvais points, faire un bilan et continuer d'avancer. Voilà, à jeudi prochain. Merci.